C'est bon. Voilà, donc une communication qui sera en deux parties sur la programmation nationale de la recherche qui vient de se mettre en place, qui est une nouvelle programmation, puisque en fait la première programmation de la recherche, elle a quand même plusieurs décennies, et donc régulièrement elle est mise à jour. Donc la dernière a été réalisée l'an dernier et publiée cette année. Et donc on verra qu'est-ce que c'est que cette programmation et à quoi elle peut servir. Et puis la deuxième partie qui est un peu l'application, je dirais, dans le fonctionnement de l'archéologie, comment cette programmation et comment se déroule l'archéologie préventive en France. Donc un modèle qui a maintenant plus d'une vingtaine d'années, des nouveaux défis que nous traversons évidemment dans notre pays et que tous les pays européens traversent. Et puis, quels sont ces fondements de cette politique française d'archéologie, du dispositif, et quelles peuvent être ces évolutions en raison des problématiques actuelles. Alors, en France, on a deux types d'archéologie, mais qui sont vraiment complémentaires. On peut dire qu'on marche sur deux jambes. L'archéologie préventive, c'est environ 2400 diagnostics par an sur le territoire national, donc métropole et outre-mer. C'est environ 500 fouilles préventives. Alors évidemment, quand on donne des chiffres comme ça, il faut avoir en tête qu'on peut être sur des fouilles qui peuvent durer une semaine, il y en a très peu, et quelquefois des fouilles qui vont durer plus d'un an. Donc il y a évidemment une amplitude qui est importante. Et puis l'archéologie programmée, c'est à peu près 1000 opérations par an, de tout type, donc du petit sondage jusqu'à une grosse fouille programmée qui se déroule sur des décennies. 250 fouilles et puis environ 250 PCR, plus d'autres types d'opérations. Donc évidemment, ça constitue un corpus important de données qui sont mobilisées pour avoir une réflexion sur cette programmation nationale. Donc cette programmation nationale, elle met en perspective les évolutions récentes de la discipline et elle propose pour les années à venir des priorités de la recherche sur l'ensemble du territoire, métropolitain et ultramarin, que ce soit en milieu terrestre comme en milieu sous-marin et fluvial. Et il faut bien voir aussi que c'est une incitation à la recherche, c'est pas un cadre contraint, c'est-à-dire qu'on peut évidemment faire aussi des opérations en dehors des axes de la programmation. Alors cette programmation, elle est structurée en 10 axes chronologiques, donc qui vont de la préhistoire la plus ancienne, l'axe 1, jusqu'à la période contemporaine, je dirais jusqu'à hier, puisqu'on travaille en France, on a la chance de pouvoir travailler en archéologie contemporaine vraiment au contemporain actuel. Et puis, il y a 6 axes thématiques qui sont aussi mis en place. Certains existaient déjà avant cette nouvelle programmation et plusieurs sont nouveaux. Donc cette programmation, elle prend en compte les évolutions des sociétés humaines connues jusqu'à nos jours et les relations qu'elles ont entretenues avec leur milieu. Et sont aussi intégrées des préoccupations des sociétés humaines que l'on a, et sociétales et environnementales actuelles, comme les questions de conflit, de genre, de minorité ou d'indivisibilité. Et au fil de ces 16 axes, un certain nombre de démarches fondamentales sont rappelées dans la programmation, et là qui touchent les différents axes, comme la nécessité de constituer des référentiels chronoculturels, des référentiels définis sur la base de séries de données primaires les plus larges possibles. En France, une des problématiques, c'est qu'on a une activité qui est très intense, mais on a encore une difficulté à mettre en perspective les résultats de cette activité à travers donc les très nombreux rapports d'opérations qui sont réalisés et la constitution de corpus documentaires qui peuvent être mobilisés et mis à disposition des chercheurs. Donc ça, c'est un enjeu de l'avenir que d'arriver à mettre en commun ces données qui sont extrêmement nombreuses et qui aujourd'hui ne sont pas encore à la disposition de tout un chacun. Donc c'est un enjeu de la mise à disposition, par exemple, de bases de données ouvertes et interopérables de tout type, de référentiels. Et aussi renforcer la transdisciplinarité en s'appuyant sur des spécialités scientifiques de plus en plus nombreuses, avec des études typologiques, anthropologiques, paléo-environnementales, génétiques,
des investigations en microscopiques et macroscopiques. Et puis, on a aussi la volonté d'avoir des démarches qui s'appuient sur des études à différentes échelles, qu'elles soient géographiques, donc nationales jusqu'à l'intrasite, mais aussi des échelles chronologiques multiples. Alors, il y a eu des évolutions sur un certain nombre d'axes, avec des créations, comme l'axe 3, sur les expressions graphiques pariétales en contexte, qui était un nouvel axe qui n'existait pas, et qui concerne pas seulement l'expression graphique au Paléolithique, comme c'était le cas avant, mais qui concerne les autres périodes chronologiques. Un axe 11 sur l'archéologie des sociétés amérindiennes, qui est un nouvel axe qui se consacre vraiment à quelque chose qui s'est énormément développé ces dernières décennies, donc qui concerne évidemment les territoires ultramarins, et qui est vraiment moteur dans le développement de l'archéologie préventive et programmée. Un axe nouveau sur l'archéologie des conflits qui concerne à la fois les conflits contemporains, mais aussi les conflits anciens, et donc avec un certain nombre de problématiques qui sont développées par rapport à cette question. J'ai parlé de l'archéologie du monde contemporain, qui est aussi un domaine qui s'est d'abord développé autour des conflits récents, notamment sur la Première Guerre mondiale dans l'Est de la France, mais qui, depuis quelques années, s'est aussi beaucoup développé dans les territoires ultramarins, sur l'étude des domaines agricoles et industriels, donc après la colonisation, et qui a permis d'étudier des corpus documentaires et mobiliers très importants, et qui irrigue maintenant l'archéologie métropolitaine. Un nouvel axe aussi sur l'archéologie des paysages, qui est aussi quelque chose de très important et qui s'est beaucoup développé grâce à des investigations sur les écosystèmes, la biodiversité, le climat, la bioarchéologie, la géoarchéologie aussi. Donc quelque chose qui permet maintenant de réaliser des synthèses. L'axe sur les territoires marins, fluviaux et lacustres, c'est quelque chose aussi qui est nouveau et qui reprend en partie un ancien axe sur les aménagements portuaires et le commerce, mais qui est beaucoup plus large et qui permet d'embrasser toutes ces problématiques. Et puis un axe concernant l'archéologie du soin et de la santé, qui s'inscrit dans une tendance forte de la recherche actuelle, éclairant ainsi une préoccupation constante des sociétés humaines depuis la préhistoire. Voilà. Donc vous voyez une programmation qui se renouvelle aussi à travers de nouveaux axes de recherche. Alors, à qui et à quoi sert cette programmation ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un outil incitatif et d'aide à l'orientation scientifique de la recherche archéologique. Elle a vocation à susciter les sujets à explorer, qu'il s'agisse de travaux de terrain, d'études ou de publications, en prenant en compte des forces et les lacunes qui ont été révélées à l'échelle nationale. Elle concerne l'ensemble des acteurs de la discipline. Donc, en premier lieu, les services de l'État en charge des autorisations de fouilles et du contrôle scientifique et technique des opérations. Donc, c'est les services déconcentrés du ministère de la Culture dans chaque région qui ont en charge ce qu'on appelle les services régionaux de l'archéologie, dans les DRAC, qui ont en charge donc la politique de l'archéologie, quel que ce soit en archéologie préventive ou évidemment en archéologie programmée. Donc en amont, lorsqu'il y a des prescriptions de fouilles, eh bien, ça sert à définir les cahiers des charges scientifiques. On s'appuie sur cette programmation pour mettre en avant des problématiques qui vont ensuite être déployées dans le cadre des fouilles. Et puis, pour les opérateurs d'archéologie, évidemment, pour eux, dans le déroulement des opérations et ensuite dans l'étude des vestiges qui ont été découverts au cours de ces fouilles, ils ont recours aussi à cette programmation pour définir des orientations d'études, puisqu'on sait bien que souvent dans l'archéologie, on ne trouve pas exactement ce qui était prévu au départ, et on peut avoir des corpus documentaires qui sont différents de ceux qu'on avait envisagés. Et donc cette programmation, elle permet aussi d'orienter les travaux de post-fouille, l'écriture des rapports et les études qui y sont liées.
Alors, elle concerne aussi les chercheurs des différentes institutions. On a parlé des opérateurs. Donc, en France, les opérateurs d'archéologie, ce sont d'abord l'établissement public, l'INRAP, qui réalise un peu plus de 50% des fouilles préventives. Ce sont les opérateurs privés agréés, qui sont une douzaine, qui réalisent aussi à peu près 30-35% des opérations d'archéologie préventive. Et les collectivités, les services de collectivités habilités, qui sont au nombre de 53, qui, eux, réalisent aussi des fouilles préventives et qui peuvent mener, comme l'INRAP, des diagnostics préalables. Cette programmation, évidemment, elle concerne aussi les autres institutions qui interviennent dans la recherche programmée notamment, le CNRS, l'université, le ministère de la Culture avec ses agents qui peuvent réaliser aussi des opérations de fouilles programmées, et d'autres acteurs qui mènent des recherches programmées et peuvent déposer des projets qui s'appuient sur cette programmation. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est en fait comment tout cela peut se mettre en musique dans le cadre de l'archéologie préventive aujourd'hui telle qu'elle se déroule et demain comment on peut envisager les choses, même si c'est pas évident puisque comme dans d'autres pays, en France, on est à une période qui est un petit peu complexe, avec beaucoup de problématiques différentes qui peuvent influer sur l'évolution. Premièrement, la question du modèle. On a un modèle d'archéologie préventive en France qui a assez peu évolué depuis 20 ans, depuis la loi sur l'archéologie préventive de 2001 et son évolution en 2003. Car depuis les années 1980, l'archéologie préventive s'est développée sur ce modèle d'une réponse croissante aux projets d'aménagement du territoire, avec des grands projets autoroutiers et ferroviaires, le développement des zones industrielles et de lotissement d'habitation liés à l'extension urbaine. Parallèlement, on a eu des aménagements croissants de carrières de granulats, de construction de maisons individuelles et de programmes d'aménagement routier qui ont été très consommateurs d'espace. Donc là, vous avez à gauche, par exemple, un diagnostic sur un tracé linéaire de gazoduc en Champagne, donc qui était quelque chose qui se faisait assez couramment jusqu'au début des années 2000. Et puis à droite, une fouille d'une occupation du 14e, 18e siècle en Guyane. Donc on n'est pas au milieu de la forêt guyanaise, mais on est dans un espace semi-ouvert avec des grandes surfaces d'aménagement. On a aussi maintenant de nouvelles tendances politiques et économiques qui se dessinent depuis quelques années avec les questions de zéro artificialisation des sols, de reconquête des zones anciennement urbanisées et périurbaines et une diminution du nombre de projets autoroutiers et ferroviaires. Donc avec cette lutte contre l'artificialisation des sols, donc il y a des modifications qui sont en cours, mais le système global de l'archéologie préventive fonctionne encore sur ces anciens modèles. On a des très gros aménagements qui sont encore en cours, comme le canal Seine Nord Europe ou l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Des futurs grands chantiers aussi, comme par exemple sur les chantiers de l'EPR en Normandie. Mais les politiques mises en œuvre pour répondre aux effets du changement climatique, comme les projets qui se développent aujourd'hui, tels que des projets éoliens offshore, des méthaniseurs agricoles, des parcs photovoltaïques et l'agrivoltaïsme, entraînent une adaptation progressive de l'archéologie préventive aux différents enjeux environnementaux, socio-économiques actuels et sans doute futurs. Alors si les surfaces explorées demeurent encore très importantes, ces dernières années, la proportion de plus en plus grande de projets implantés dans les secteurs périurbains, avec la reconquête des friches industrielles, génère toujours plus de diagnostics complexes qui sont aussi consommateurs de moyens importants, même si les surfaces sont bien moindres que ce qu'on avait dans les précédents types d'interventions. Et avec la réhabilitation des centres urbains anciens, on génère aussi de nombreuses opérations d'archéologie du bâti. Là, vous avez un exemple à Orléans, où le pôle d'archéologie de la ville d'Orléans, qui est un service de collectivité, a mené de très nombreuses opérations d'archéologie du bâti civil dans le cœur de la ville ancienne. Vous avez ce qui correspond à la première enceinte antique et médiévale, le rectangle central, dans lequel il y a eu beaucoup de ces opérations.
Alors, on a aussi une adaptation à de nouveaux défis qui est en cours. Des réflexions sont menées par le ministère de la Culture avec les autres acteurs sur différentes thématiques afin de faire émerger des recommandations dans plusieurs domaines. On a notamment une adaptation des problématiques de la recherche aux enjeux actuels, avec un souci d'une diminution de l'impact environnemental de nos pratiques. On verra tout à l'heure à travers des groupes de travail qui sont en cours pour traiter de ces questions. Et on a par exemple des contextes où les pollutions multiples sont maintenant mieux détectées en amont des opérations et qui nécessitent aussi des réflexions sur le rapport entre coûts et avantages de ces opérations et qui guident les décisions prises par nos services régionaux de l'archéologie qui prescrivent et contrôlent les opérations de diagnostic et de fouille. Donc cela en lien avec les opérateurs. À gauche, vous avez une illustration d'une fouille préventive dans un site un peu exceptionnel, la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie, où on avait donc une intervention en site pollué avec les rejets de plomb, qui a nécessité de recourir à des engins et puis donc des interventions pour les archéologues en tenue pour ne pas être soumis aux pollutions, donc qui nécessite vraiment une organisation très, très particulière. Le contexte est aussi celui d'opérations qui sont liées, par exemple, à la renaturation des cours d'eau. Vous avez à droite une illustration d'une fouille préventive en milieu subaquatique sur l'île Coton, donc qui est en Loire, dans le département de la Loire-Atlantique, et qui consistait à étudier des aménagements de berges qui étaient faits avec des bateaux qui avaient été coulés ou des systèmes qui ont permis de découvrir beaucoup de structures des périodes médiévales et modernes. Les questions liées aussi au corps humain. Attendez, je crois que j'ai... Oui, je crois que la diapo arrivera après. Les questions liées aussi au corps humain et aux restes humains avec les lois sur la restitution aux anciens pays colonisés s'accompagnent d'une évolution du regard de la société sur ces vestiges anthropobiologiques découverts et étudiés en contexte archéologique, que ce soit préventif ou programmé. Et donc, dans ce cadre, le ministère de la Culture a aussi engagé des travaux avec les acteurs pour les sensibiliser et s'assurer que les recherches sont effectuées dans le respect des principes éthiques, donc respect du corps humain après la mort, conservation des vestiges anthropobiologiques dans des lieux appropriés, et aussi une réflexion sur les études et analyses permettant une meilleure conservation des restes. Un groupe de travail a été mis en place qui regroupait une vingtaine d'archéologues, anthropologues, chercheurs de labos spécialisés, juristes et philosophes, donc qui s'est réuni entre 2019 et 2022 sur ces questions, et un rapport final sur les protocoles de prélèvement et d'analyse de l'os humain et de sa conservation des échantillons a été publié sur le site du ministère de la Culture. Et un séminaire a été réalisé également à Marseille en juin 2022 avec la faculté des sciences médicales et paramédicales sur cette question. Et donc les résultats du groupe de travail ont été synthétisés dans un rapport final. Et maintenant, cet ensemble a vocation à aider à la définition de bonnes pratiques pour la réalisation de ces prélèvements et d'analyse sur l'os humain dans les meilleures conditions. À la suite de cela, l'année prochaine, une instruction avec des procédures sera diffusée au service de l'État en charge de l'instruction de ces dossiers, avec une note du directeur général des patrimoines et de l'architecture. La question du sujet de la transition écologique est un sujet important au ministère de la Culture, qui a mis en place une feuille de route. Et dans notre domaine, l'objectif serait de pouvoir définir des recommandations à l'ensemble de l'écosystème sur la base de retours d'expérience des différents opérateurs, dont certains ont déjà mis en place ou expérimenté des actions dans ce domaine. Alors c'est pour ça que j'avais mis cette diapositive qui illustre ces problématiques récentes. Lors d'une dernière rencontre annuelle de l'Association des archéologues de collectivité, la NAC à Reims, donc cette année, en octobre, il y avait une session qui parlait de l'intégration de la responsabilité sociale des organisations à l'archéologie, qui touchait à la fois donc, à ces aspects
sociaux et aussi aux aspects environnementaux. Alors vous avez aussi des opérateurs qui ont commencé à travailler sur cette question des aspects environnementaux en faisant leur bilan carbone. Vous avez ici l'exemple d'Archéodunum, qui est un opérateur d'archéologie préventive qui intervient en France, qui a fait son bilan carbone. Donc c'est par exemple un de ces exemples. Alors, le ministère de la Culture a mis aussi en place un groupe de travail sur la gestion éco-responsable des opérations d'archéologie préventive, sujet qui porte sur le déroulement de l'opération archéologique en phase terrain et en phase post-fouille. Vous avez là les thématiques de ce groupe de travail qui ont été donc partagées avec l'ensemble des opérateurs qui participent à ce groupe de travail, donc l'INRAP, les collectivités territoriales et les fédérations d'opérateurs privés. On a déjà traité de deux thématiques, l'utilisation du plastique et le cycle de l'eau. On va prochainement traiter les questions des terrassements et puis de l'énergie. Donc vous voyez à travers ces exemples aussi comment on peut se saisir de ces questions qui dépassent évidemment le cadre de l'archéologie, mais qui nous concernent aussi d'une certaine manière, et comment on peut s'intégrer dans ces réflexions qui touchent l'ensemble de la société et qui permettent de trouver dans notre domaine des réponses, ou en tout cas des orientations qui peuvent être mises en place ensuite dans le cadre des opérations. Et puis il y a un autre groupe de travail qui a été mis en place aussi par le ministère de la Culture avec les mêmes opérateurs de l'archéologie préventive, qui porte sur la production raisonnée des données numériques pendant l'opération. L'objectif de ce groupe de travail est d'établir aussi des recommandations qui permettraient aux opérateurs et par ricochet aux autres acteurs en lien avec ces opérations d'archéologie préventive, mais aussi les acteurs de l'archéologie programmée, d'adopter de bonnes pratiques pour aller vers une production et une utilisation raisonnée des données numériques. Donc on va aborder dans ce cadre-là plusieurs thématiques, notamment la question de la réduction de l'impact environnemental de la production des données numériques. L'idée, c'est de proposer un raisonnement sur la production numérique pour remettre en cœur de la réflexion la problématique de recherche qui doit précéder le recours aux outils. Parce que, par exemple, dans le cadre de la photographie, on s'est mis d'une manière beaucoup plus routinière maintenant à faire des photos qu'on le faisait il y a 30 ou 40 ans, quand on avait un appareil avec un appareil photo argentique où il fallait acheter une pellicule, où ensuite il fallait la faire développer, où on avait un nombre de vues limité, où en fait, avant de faire une photo, on réfléchissait un bon moment, on préparait, on cadrait l'objectif, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus facile et en bout de course, on a des centaines, voire des milliers de photos à gérer, avec une problématique là-dessus, que ce soit pour les opérateurs, parce que ça prend du temps, et pendant qu'on fait ça, on n'est pas en train de réfléchir sur le fond de la recherche, et pour les services de l'État qui ont ensuite, de manière pérenne, la gestion de ces documents, c'est aussi extrêmement difficile à gérer sur le long terme. Et donc, voilà, par exemple, sur un domaine que tout le monde connaît et comprend bien, c'est quelque chose qui est vraiment primordial de mettre au cœur de nos réflexions. Donc c'est à terme permettre aux services de l'État de réceptionner des données bien organisées, produites de manière raisonnée et dans une perspective de conservation pérenne, en favorisant des échanges respectueux des critères environnementaux. Voilà, des exemples de domaines dans lesquels on réfléchit à une évolution de la pratique archéologique pour s'adapter aux défis actuels et qui concernent aussi notre domaine de recherche. Et puis je terminerai donc cette communication sur un rappel un petit peu des fondements du dispositif français de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive en France, elle repose sur un principe qui est la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Et c'est inscrit dans la loi, donc depuis la loi de 2001. C'est l'article L522.1 que je vous ai remis. Donc ça a aussi pour conséquence donc ce principe de conciliation
que le dispositif doit prendre en compte ces 3 éléments pour que ça fonctionne. Alors depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, ça fonctionne bien, et c'est le ministère de la Culture qui assure une maîtrise scientifique des opérations également, qui prescrit les mesures, qui désigne le responsable, qui assure le contrôle scientifique et technique et évalue les opérations, et qui est destinataire de l'ensemble des données scientifiques. Bon, ça c'est le principe. Dans la réalité, pour que ça fonctionne, il faut aussi s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Je le disais, il faut qu'il y ait un compromis, donc qui intègre cette idée de sauvegarde d'études du patrimoine, qui est un patrimoine fragile et non renouvelable, et dont on admet qu'il pourrait être potentiellement détruit par un aménagement, et dont la mesure de fouille, de conservation préventive passe par cette recherche. Ce dispositif est aussi quelque chose qui accompagne l'aménagement du territoire, puisqu'il s'agit d'assurer la sauvegarde du patrimoine par son étude. Depuis donc la loi LCAP, le patrimoine archéologique est aussi devenu le bien commun de la nation. Donc c'est une loi qui a été passée en 2016, qui fait que maintenant les vestiges sont progressivement la propriété de l'État pour les aménagements qui sont réalisés depuis cette date sur des terrains qui ont eu une mutation. On voit que la responsabilité de l'État et de ses représentants est donc d'assurer la sauvegarde de ce patrimoine. Et quelques exemples médiatiques récents montrent qu'il y a une grande sensibilité sur cette question et l'attachement des citoyens à ce patrimoine qui constitue leurs racines, mais aussi leur ancrage dans les territoires, dans la ruralité, mais aussi, par exemple, pour ce qui est de la question de l'origine des villes. On voit qu'il y a un attachement des citoyens à connaître cette histoire. Pour cela, les DRAC, les services régionaux de l'archéologie, développent une approche raisonnée de la prescription, avec des taux de prescription des services de l'archéologie qui sont constants depuis une décennie, qui concernent un pourcentage de dossiers d'aménagement qui est inférieur à 10%, et donc qui font l'objet de diagnostics. Et après ces diagnostics, environ 2% des dossiers d'aménagement qui avaient été reçus qui font l'objet d'une fouille préventive. La totalité des décisions en matière d'archéologie préventive est déconcentrée au niveau des régions, donc c'est au plus près du terrain. Et cette prescription des opérations et ce contrôle de leur déroulement s'appuie sur la consultation de commissions territoriales de la recherche archéologique, qui sont des organismes avec des scientifiques qui donnent des avis sur les prescriptions et sur le déroulement des opérations et surtout sur les rapports qui en sont rendus. Donc ce sont des instances scientifiques consultatives qui sont présidées par le préfet de région. Et puis, pour que ça fonctionne avec les aménageurs, ceux-ci sont amenés à intégrer les enjeux archéologiques dans l'élaboration de leurs projets, d'une manière le plus en amont possible quand c'est envisageable, et ils peuvent interroger les DRAC en amont de leur projet pour s'informer des enjeux ou savoir s'il donnera lieu à des prescriptions. Il est aussi possible de faire des demandes anticipées de prescription lorsque les projets sont suffisamment bien connus et avancés, et ça concerne environ une vingtaine de % des projets d'aménagement. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire des prescriptions de modification de la consistance des projets de manière à réduire l'impact de ces projets sur les vestiges et diminuer les coûts d'opération. Enfin, deux éléments. Les délais d'instruction sont définis dans le Code du patrimoine. Ils sont assez rigoureux et très encadrés. Et les délais de réalisation des opérations de diagnostic et de fouille font l'objet d'une contractualisation entre les aménageurs et les opérateurs, ce qui garantit le déroulement aussi dans des délais qui sont compris et acceptés par les uns et les autres. Enfin, le ministère de la Culture accompagne financièrement les aménageurs à travers le Fonds national pour l'archéologie préventive, qui alloue chaque année des subventions à environ 30 à 40% des opérations, pour un montant moyen de 25 à 30% du coût des fouilles.
Voilà. Donc, un certain nombre d'éléments qui permettent d'inscrire l'archéologie préventive dans la politique nationale de l'archéologie. Alors, aujourd'hui, on est cependant face à un pic du nombre de projets d'aménagement qui pourrait avoir tendance à saturer les capacités opérationnelles des opérateurs. Donc c'est une période qui est une période de tension et pour laquelle on essaye de faire en sorte que le système puisse se poursuivre en ayant recours à une prescription aussi raisonnée et en utilisant les moyens qui sont à notre disposition d'une manière la plus efficace possible. Mais on est aussi dans une période où il y a des courants de simplification de l'action publique qui sont en cours et qui peuvent amener à remettre en cause certaines procédures ou limiter les actions que l'on pourrait avoir dans certains domaines, sur certains types d'aménagements. Donc il est difficile aujourd'hui de tirer des enseignements des tendances actuelles, car nous sommes encore au cœur du cyclone, mais il est probable que dans les années à venir, notre modèle actuel de l'archéologie préventive, qui a été développé depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, doivent continuer d'évoluer pour accompagner les changements de paradigme de la société. Les directions qu'il est susceptible de prendre restent aujourd'hui cependant encore difficiles à esquisser. Voilà, je vous remercie.